Nous sommes le 24 décembre 2020. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. La profanation des monuments des victimes des différents massacres serait un moyen de faire disparaître les preuves qui gênent les auteurs. Vous entendrez dans ce journal l'avis de Charles Nditije, président du parti UPRONA de l'opposition. Dans ce journal, vous allez suivre également un extrait d'une interview de feu Pierre Bouyoya expliquant les difficultés qu'il a éprouvées pour aboutir à la parité souhaitée au Burundi. Hors de nos frontières, au moins une centaine de civils tués dans une attaque ce mercredi à l'ouest de l'Éthiopie. Voici pour le sommaire, à tout de suite. Bienvenue encore une fois dans ce journal, la page politique. Pour commencer, les monuments de Kwiboubou et Gatumba, respectivement des enfants du lycée Kibimba, massacrés en 1993, et des Banyamulenge, tués en 2004, constituent des preuves tangibles qui dérangent le pouvoir en place. Professeur Charles Nditije, président du parti UPRONA de l'opposition, indique que la profanation en cours ne va pas empêcher que la justice nationale ou internationale fasse son travail pour poursuivre les auteurs. Il réagit après la déclaration de l'association AC Génocide à Chilimoso dénonçant le vol de la croix à Kwiboubou et la suppression des écrits sur le monument de Gatumba. Je voudrais d'abord rappeler à l'opinion que les victimes de Kwiboubou à Kibimba en 93 et que ce soit ceux de Gatumba en 2004 ont été massacrés uniquement à cause de leur appartenance ethnique parce qu'ils étaient Tutsis. Donc, c'est un génocide qui a été commis par ces criminels de grand renom. Ensuite, ceux qui ont commis ce génocide, ce sont des adeptes du mouvement extrémiste génocidaire Paripehutu. Donc, ils ont suivi et exécuté les enseignements du Paripehutu, qui est leur maître idéologique. Donc, ces monuments sont pour ces criminels des témoignages évidents qui vont les condamner, qui vont être brandis quand la justice, qu'elle soit nationale ou internationale, va travailler et juger ces criminels parce que ce sont des crimes inamnistiables. Tôt ou tard, la justice va fonctionner. Et c'est également pour moi des reproches vivants. Quelque part, leur conscience n'est pas tranquille quand ils voient ces monuments, quand ils voient ces tombes, ils sont gênés. C'est des reproches vivants. Leur conscience n'est pas tranquille. Ils se disent, bon, effaçons ces signaux, ces symboles pour avoir la conscience tranquille ou pour effacer les témoignages devant les juridictions à venir. Mais ils se trompent lourdement. De toute façon, l'irréparable a été commis et les images, les témoins n'ont pas tous disparu et tôt ou tard, ils vont témoigner, seront condamnés définitivement. Toujours sur la page politique, les tueries, la persécution ou encore les enseignements ethniques qui sont entre autres raisons qui poussent les réfugiés vivant en Tanzanie de craindre de retourner au Burundi. C'est l'analyse du professeur Charles Nditije, président du parti UPRONA de l'opposition. Il fait ses déclarations à la suite des actions combinées des gouvernements burundais et tanzaniens pour contraindre ces réfugiés à retourner dans leur pays. Charles Nditije appelle la communauté internationale à agir pour résoudre cet épineux problème. Je voudrais d'abord rappeler que le gouvernement burundais fait tout pour faire rentrer de force les réfugiés pour montrer à la face du monde et que la paix est totale, que la sécurité règne. Or, ils se trompent lourdement, les faits sont têtus. Et pour ce faire, il s'allie avec le gouvernement tanzanien qui est quelque part remettre à penser pour justement persécuter, chasser ces réfugiés. Et là, cette persécution
suit la même logique de pourchasser, de tuer même les Tutsis et les Hutus de l'opposition qui ont fui le régime criminel de Bujumbura. Donc, quelque part, c'est la même logique d'extermination, du refus de l'opposition. Cela également traduit la peur que le pouvoir a parce que tôt ou tard, ils pensaient que c'est vrai, ces gens-là vont s'organiser et rentrer de gré ou de force dans leur pays natal. Ils ne vont pas rester indéfiniment réfugiés, d'autant plus que le gouvernement ne veut pas négocier avec l'opposition. Donc, il y a aussi quelque part la peur qui est traduite par ces exactions sur les réfugiés. C'est désolant que la Tanzanie bafoue impunément les droits des réfugiés qui vivent sur son sol. C'est le sentiment du mouvement Inamahoro des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, un regret accentué par le fait que le HCR, l'Union africaine et d'autres organisations de la communauté internationale ont tous fustigé ce comportement, mais que malgré tout, rien n'ait été fait. Marie-Louise Balichako, présidente de ce mouvement. La situation des réfugiés, des Burundais réfugiés en Tanzanie, c'est une situation, c'est pas nouveau. Ça fait des années qu'on le sait, qu'on le voit, qu'on en parle, que nous le déplorons et que nous dénonçons ce qui se passe en Tanzanie. Tous ceux qui sont en charge des réfugiés le savent, le HCR le sait au plus haut niveau, le HCR en a été informé, l'Union africaine au plus haut niveau en a été informée. Les Nations unies, au Conseil de sécurité, ils en sont informés. Tout le monde connaît la situation des réfugiés burundais en Tanzanie, la manière dont leurs droits sont violés, la manière dont ils sont brutalisés, la manière dont ils sont tout le temps intimidés et menacés et intimés de rentrer au pays parce que tout va bien, il y a la paix au Burundi. Nous avons eu beaucoup de situations où les réfugiés de Tanzanie n'ont pas le droit d'aller au marché. Nous avons vu des situations où les réfugiés qui sont en Tanzanie n'ont pas droit aux soins de santé. Nous avons vu des moments où les réfugiés qui sont en Tanzanie n'ont plus de rations alimentaires. Tout ça, nous avons signalé, ça existe, mais malheureusement, rien n'est fait. Et cela nous fait penser souvent, est-ce que le problème burundais intéresse vraiment les partenaires, les organisations en charge? Est-ce que pour la communauté internationale, le problème burundais est un véritable problème? On peut s'interroger. Alors, je pense que la Tanzanie devrait être interpellée. Si le HCR ne dit rien, si l'Union africaine dit que les droits des réfugiés ne sont pas respectés, mais que rien n'est fait, si l'ONU reconnaît que les droits des réfugiés burundais en Tanzanie ne sont pas respectés, mais que rien n'est fait, la Tanzanie se sent confortable à continuer à soutenir le gouvernement du Burundi, mais quelqu'un devrait dire à la Tanzanie que ce n'est pas comme ça qu'on doit se comporter, qu'en l'État a l'obligation d'assurer la protection de ces réfugiés ou alors de dire « je n'ai pas d'asile ». Mais il ne faut pas donner l'asile et ne pas protéger en même temps. C'est contradictoire. Toujours sur la page politique, la politique de parité entreprise par le gouvernement Buyoya 1 n'a pas été acceptée ni par les Hutus ni par les Tutsis. L'ancien président Pierre Buyoya lui-même l'a confié aux journalistes de la Radio France Internationale en 2012. Cette politique de partage du pouvoir entre les deux ethnies Hutu et Tutsi a failli coûter le pouvoir au président Buyoya. Il fait l'objet de 2 tentatives de coup d'État en 1989 et en 1992. Il y a d'abord eu des résistances pour arrêter la répression après cette violence. Et je me souviens, j'ai dû faire face même à des insultes de certains dans l'armée qui ne comprenaient pas pourquoi on s'arrêtait là-bas. Maintenant, au niveau de l'ouverture politique, il y a eu un débat franc. Si je considère les cadres du parti unique de l'époque, c'est une politique qu'on a partagée largement. Les résistances ont eu lieu plus tard
dans la classe politique et tout ça. Ce n'est pas pour rien qu'une année après, 89, il y a eu une tentative de coup d'État de ceux-là qui pensaient que ça n'était de trop, que les Hutus avaient la part trop belle. Par exemple, tout ce qui a été fait pour rapatrier les réfugiés, les réinstaller, les gens disaient, voilà, mais le président Buyoya est en train de rémunérer ceux-là même qui sont responsables de la violence. Parce que la violence avait fait aussi des victimes dans la population Tutsi à cette époque. En Tegamarangara, beaucoup de familles avaient été massacrées. C'est ça qui est à la base, notamment des tentatives de coup d'État qui ont eu lieu en 89 et plus tard en 92. C'était les résistances au changement, parce qu'il faut le dire, à l'époque, c'était un changement révolutionnaire dans un pays comme le Burundi, un pays où quelque temps avant on n'était pas autorisé de prononcer les mots Hutu et Tutsi, et la parité ethnique devient un mode de gouvernement. C'est-à-dire, pour dire la vérité, le pouvoir que nous étions se trouvait entre le marteau et l'enclume. Les Tutsis pensaient qu'on en faisait de trop. Les Hutus pensaient qu'on en faisait trop peu et trop tard. Bien sûr, beaucoup n'ont jamais accepté cette politique de parité, en disant, écoutez, nous sommes à la majorité, pourquoi est-ce que les Tutsis, le président Tutsi, nous distribue des sortes de strapontins? Alors, c'était une politique difficile et qui ne faisait que des mécontents dans les deux camps. Les obsèques de l'ancien président Pierre Buyoya auront lieu au Mali ce 29 décembre. Son corps sera transporté à Bamako, là où il résidait ce samedi 26 décembre. Poursuivant ce journal, le chef de colline Nyangamba, nous sommes dans la province de Rumongue et commune Rumongue a récemment pris la décision d'interdire toute circulation aux jeunes filles à partir de 18 heures. La raison est de les protéger contre les grossesses non désirées. En réaction à cette décision, le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi dénonce une restriction sélective qui constitue automatiquement une violation flagrante de la loi en matière de respect des droits des citoyens. Maître Immaculée Hunja, présidente de ce mouvement, rappelle certains articles de la Constitution du Burundi qui sont violés. On le suit. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi a appris avec grande stupéfaction la décision prise par le chef de colline Nhayamba en commune Rumongue qui interdit une catégorie des filles à sortir à partir de 18 heures dans le but de les protéger contre les grossesses non désirées. Cette décision est illégale car elle est contraire aux droits fondamentaux garantis à tous les citoyens burundais par la Constitution. En effet, l'article 19 de la Constitution du Burundi dispose que les droits et les devoirs proclamés garantis par les textes internationaux relatifs aux droits de l'homme régulièrement ratifiés font partie intégrante de la Constitution. L'article 21 dispose aussi que la dignité humaine est respectée et protégée. Toute atteinte à la dignité humaine est réprimée par le Code pénal. L'article 22 dispose que tous les citoyens sont égaux devant la loi qui leur assure une protection égale. Enfin, l'article 25 de notre Constitution dispose aussi que tout être humain a droit à la liberté de sa personne, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. Pour le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, nous demandons aux autorités administratives et hiérarchiques compétentes d'annuler sans délai la décision prise par le chef de colline Nhayamba car elle est inconstitutionnelle.
Pour clore ce journal, l'Éthiopie a été touchée par un nouveau massacre humain. Plus de 100 personnes ont été tuées dans une attaque mercredi dans l'ouest de l'Éthiopie. Selon la Commission éthiopienne des droits de l'homme qui rapporte les faits, cette attaque est la dernière d'une série sanglante ces derniers mois liée à des conflits ethniques. Winnie Nkurunziza. L'attaque menée par des hommes armés de fusils s'est déroulée dans la région de Benishangul-Gumuz. Selon la commission, l'attaque a eu lieu avant l'aube alors que les habitants dormaient dans la zone de Metekel. Aucune intervention des forces de sécurité pour repousser les assaillants. Des forces armées avaient été envoyées dans la zone mardi pour calmer des tensions, mais elles étaient reparties le même jour. Cette attaque est la dernière d'une série sanglante ces derniers mois. En octobre, 12 civils avaient été tués dans la même région. Et la commission éthiopienne des droits de l'homme avait déjà rapporté la mort le 25 septembre de 15 civils dans cette même zone de Metekel, qualifiant les violences d'assassinats ciblés. Des hommes politiques d'opposition, surtout issus de la communauté Amhara, tirent depuis des semaines la sonnette d'alarme sur ce qu'ils qualifient de campagne ciblée menée par des milices ethniques Gumuz contre les Amhara et les Ageu vivant dans la zone de Metekel. Selon eux, plus de 150 civils ont péri dans ces attaques, des chiffres qui n'ont pu être confirmés de manière indépendante. De son côté, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a attribué ces violences dans l'Ouest à des combattants entraînés au Soudan. Il a appelé Khartoum à stabiliser la région frontalière soudanaise du Nil Bleu où, selon lui, sont entraînés et armés ces combattants. Et depuis la semaine dernière, l'armée éthiopienne est en prise avec l'armée soudanaise à la frontière entre les deux pays. Le premier ministre Abiy Ahmed parle d'une nouvelle opération dans l'état du Benishangul-Gumuz dans l'ouest du pays pour débarrasser la région de groupes terroristes. Mais pour certains observateurs, ces violences montrent que l'ouverture prônée par le premier ministre Abiy Ahmed a libéré des ambitions territoriales, locales et d'anciens différends intercommunautaires. Le gouvernement éthiopien avait par ailleurs lancé début novembre une offensive militaire dans la région dissidente du Tigré. Aucun bilan précis du conflit au Tigré n'est disponible, mais les combats ont poussé plus de 50 000 personnes à trouver refuge au Soudan voisin et en ont déplacé plus de 63 000 à l'intérieur de la région, selon l'ONU. Merci beaucoup Winnie Nkurunziza. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition et joyeux Noël à tous.